6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Voilà, vous avez reconnu Baby One More Time. Maintenant, vous allez reconnaître Marguerite Caton. Bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors le traité, le CETA, arrive au Sénat. Là, il va falloir que vous nous expliquiez. C'est-à-dire que jeudi, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada va être examiné par le Sénat 5 ans après son adoption à l'Assemblée nationale, 8 années après sa signature. Même si 9 pays européens en plus de la France doivent encore le ratifier, il est déjà entré en vigueur, du moins dans son volet commercial, car nous allons voir, il en comporte aussi un second en attente, celui-ci, le volet investissement. Bonjour Antoine Bouet. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Bordeaux, directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Ce qu'il faut commencer par dire, Antoine Bouet, c'est que le Canada est un vaste pays, mais un vaste pays très peu dense. Le CETA est en quelque sorte un petit accord. C'est un petit accord pour l'Union européenne parce que c'est vrai que la population du Canada doit être environ 35 millions d'habitants, donc c'est 10 fois moins que l'Europe, grosso modo, hein. Et donc c'est un enjeu faible pour les Européens. Par contre, c'est un enjeu important pour le Canada, puisque l'Europe représente environ 18% des exportations canadiennes, alors que le Canada représente 0,8%, je crois, des exportations européennes. Et on peut déjà dresser un premier bilan de cet accord, car depuis septembre 2017, il est appliqué. La suppression des droits de douane s'est-elle bien traduite par une hausse des échanges ? Oui, en fait, il y avait des droits de douane un petit peu dans l'industrie du côté canadien, dans le textile habillement notamment, un petit peu dans l'automobile, et puis il y avait des droits de douane surtout dans l'agriculture des deux côtés, et donc on a libéralisé la totalité des droits de douane industriels, et dans l'agriculture, on a environ libéralisé 92-93% des droits de douane. Il y a des produits sensibles toujours, produits laitiers, filière bovine, filière de la viande en général, et ça, on a une libéralisation qui est tout à fait partielle dans ces filières. Et la hausse des échanges s'observe réellement ? Ah oui, tout à fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grosse augmentation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, mais on part de niveaux très faibles. Donc on applique des taux de croissance là qui sont par exemple de 50% sur des valeurs qui sont relativement faibles. Alors c'est positif, mais c'est faible en augmentation d'exportation et en augmentation d'activité. On a une augmentation de l'excédent commercial de l'Europe vis-à-vis du Canada d'environ 25%. Donc on peut dire que à peu près tout se passe bien, même dans la filière bovine qu'on craignait beaucoup, il n'y a pas d'augmentation des importations européennes en provenance du Canada. Et tout cela équivaudrait à environ 587 millions d'euros de taxes qui n'ont pas été perçues, selon les chiffres du Conseil européen, et 2,38 millions de tonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2 émises en plus. Et ça, c'était une projection du CEPI de 2019. Quels sont les principaux produits échangés ? Des matières premières, des produits agricoles, des machines, des textiles, Antoine Bouet ? Oui, c'est-à-dire on a eu une forte augmentation du côté européen, notamment donc des produits laitiers, des vins et boissons, cosmétiques, produits chimiques, pharmaceutiques, textiles, chaussures, tout ça. Donc on a une augmentation significative. Alors il est intéressant de noter aussi qu'on a une reconnaissance du côté canadien de beaucoup d'indications géographiques protégées européennes. Et ça, on sait que les Européens sont très attachés à ça. Et notamment, je crois qu'il y a 47 indications géographiques protégées qui seront reconnues par le Canada. Et donc c'est une protection de ces entreprises. Et puis il y a quelque chose aussi qui est intéressant, qui est sur la diversification des sources d'approvisionnement en minerais stratégiques, parce que le Canada a beaucoup de lithium, il a du nickel, il a du cuivre, et donc on a effectivement ce qu'on cherchait il y a peu de temps, une diversification des sources d'approvisionnement, en même temps qu'on a une diversification des destinations de nos exportations, qui va dans le sens d'une stabilisation de nos relations commerciales. Et qui sont des critères de résilience. Exactement. Une autre partie de l'accord concerne les services. Alors si on comprend assez facilement ce que signifie le libre-échange de marchandises physiques, c'est moins clair pour ce qui concerne les services. De quels services parle-t-on ? Qu'est-ce qui a été mis en place, Antoine Bouet ?
Alors, il y a des procédures d'information, d'intensification des échanges d'informations concernant. Alors ça, c'est assez technique, et puis c'est pas très intéressant. Ce qui est un peu spectaculaire, c'est par exemple qu'on a des accords de reconnaissance mutuelle dans les services sur les qualifications professionnelles. Donc, par exemple, il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes des architectes qui est en cours et qui va être appliquée très vite. Donc, des architectes canadiens vont pouvoir venir travailler en Europe et à l'inverse des architectes européens au Canada. Et puis en même temps, on a, donc c'est une reconnaissance des diplômes, en même temps qu'on a un allongement de la durée des visas. Et puis, on a la possibilité aussi facilitée de répondre à des appels d'offres, non seulement au niveau fédéral, mais au niveau provincial ou municipal. Et donc, c'est ça qui va, on pense, intensifier les échanges de services. Venons-en enfin au dernier volet qui n'est pas encore entré en vigueur, lui, car il s'agit d'une compétence nationale qui nécessite donc la ratification par les parlements des 27. Les investissements, la libre circulation des capitaux, leur exportation. Quels sont les freins actuels à l'investissement des épargnants, des entreprises ou des établissements bancaires français, par exemple, vers le Canada ? Alors, en fait, il y a un problème de protection finalement des investisseurs. Il y a aussi en fait le problème de la protection des droits de la propriété intellectuelle. La protection des investisseurs. Alors, imaginez en fait qu'une entreprise française investisse au Canada. Eh bien, il peut y avoir des mesures qui sont prises par le gouvernement canadien qui vont être en défaveur de cette entreprise française. Donc, dans cet accord, on va être sûr maintenant que s'il y a des mesures qui vont freiner les bénéfices commerciaux de cette entreprise, eh bien, ce sera basé sur un principe non discriminatoire, c'est-à-dire que ça affectera les entreprises canadiennes de la même façon que les entreprises européennes ou les entreprises américaines. Et puis, il y a des règles qui sont un petit peu étonnantes relatives aux expropriations. Donc, si effectivement un gouvernement exproprie une entreprise, il y a une règle d'indemnisation qui est mise en place, mais il y a aussi des règles d'expropriation indirecte. Par exemple, imaginez que un cigarettier, alors je vais prendre un exemple qui a été célèbre, qui est l'exemple d'un autre accord. En fait, Philip Morris vendait des cigarettes en Australie et avait mis en place un réseau de distribution. Et puis, le gouvernement australien a mis en place des mesures anti-tabagistes qui ont abouti à la suppression des logos sur les paquets de cigarettes. Et à ce moment-là, Philip Morris a voulu porter plainte, et donc il y a eu effectivement, au bout d'un certain moment, la reconnaissance du droit de l'État australien à mettre en place cette mesure. Donc, en fait, l'expropriation indirecte, eh bien, ça vise justement à expliquer dans quelle mesure un État peut réduire les bénéfices. Par exemple, il peut le faire pour des mesures de santé publique ou des mesures de protection de l'environnement. Ça, le CETA le prévoit. Oui, tout à fait. Est-ce que ces mesures de sécurisation des investisseurs sont de nature à renforcer l'attractivité de l'Union européenne en matière d'investissement ? Parce qu'on sait que l'Union est très, très, très lourdement déficitaire. Elle investit beaucoup plus hors de ses frontières qu'elle ne capte de flux financiers. Est-ce que le Canada, ainsi sécurisé, pourrait rééquilibrer cette balance, rediriger une partie des 697 milliards de dollars canadiens qu'il investit aux États-Unis vers l'Europe ? Alors, ça peut contribuer de manière marginale. Il n'y aura pas un effet qui sera gigantesque. Curieusement, les investissements directs, en fait, se localisent plutôt vers des pays proches. Et donc, de toute façon, les investissements canadiens continueront de se faire aux États-Unis, mais ça augmentera un petit peu les investissements canadiens en Europe. Merci beaucoup Antoine Bouet. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'Université de Bordeaux et directeur du CEPI. Merci. Merci.